Cool. Ben allô? Juste de même, là, je savais pas, je sais jamais s'il y allait avoir des anglophones dans la salle. Fait que j'ai fait mes slides en anglais puis je présente en français, comme ça il va en avoir pour tout le monde au cas où. Fait qu'un petit bout à propos de moi. Moi, c'est William, je suis développeur chez Coveo depuis 2019. Juste petite parenthèse, là, tout ce que je présente aujourd'hui, c'est mes affaires à moi, mes affaires personnelles. Il n'y a rien là-dedans qui a à voir avec ma job. Donc, moi, généralement, dans ma carrière, comme dans mes affaires personnelles, je travaille sur des systèmes où la performance, c'est important. Fait que dans le contexte de mon travail, c'est surtout des moteurs de recherche. Puis dans mes projets personnels, ça tourne autour de systèmes de fichiers d'affaires de même. Donc, j'écris du C++, du Rust, du Go, principalement. Fait que là, de quoi on va parler aujourd'hui? On va commencer par parler de Menmos, qui est un projet de système de fichiers virtuel sur lequel j'ai travaillé avec Laurent, qui est assis là, puis qui est le gars qui a choqué pour la présentation de tantôt. Spécifiquement, je vais vous raconter un problème qu'on a rencontré pendant le développement du système, puis le processus par lequel on est passé pour résoudre ce problème-là. Cette histoire-là, ça va nous amener à parler de systèmes distribués, à parler de streaming vidéo, d'une variété de protocoles Internet, puis finalement, pour arriver à une solution que je trouve qui est quand même excitante. On va commencer par Menmos en tant que tel. Qu'est-ce que c'est? Pour comprendre ça, il faut que je parle d'un problème auquel je me frappe depuis la première fois que j'ai mis les mains sur un ordinateur quand j'étais trop jeune, en fait. Puis c'est la question de où est-ce que je mets mes affaires. J'ai toujours été quand même frustré par cette question-là pour une grosse variété de raisons. Premièrement, je suis quand même un gros nerd puis j'ai plein d'ordinateurs. Fait que mes ordinateurs, ils ont tous du stockage de différentes tailles, puis je me rappelle jamais où est-ce que je mets mes affaires, où est-ce qu'il faut que je mette mes affaires, où est-ce qu'ils étaient et tout ça. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai un beef avec les systèmes de fichiers hiérarchiques. Okay? Parce que je trouve que ça marche moyen pour plein d'applications. On va faire une petite illustration. L'exemple classique, là, c'est l'exemple que j'ai choisi là, pour illustrer ce point-là, c'est l'organisation des photos. Donc là, j'ai des photos que je veux organiser. La manière intuitive d'organiser les photos d'un système hiérarchique, c'est de mettre un dossier par année. Okay, donc là, j'organise mes affaires par année, ça fonctionne, tout va super bien, jusqu'à la journée où je veux aussi savoir où est-ce que j'ai pris mes photos. Fait que là, je me dis, je suis dans un système hiérarchique, je peux faire des dossiers. Fait que j'ajoute des dossiers supplémentaires, j'organise ça, c'est fantastique. Jusqu'à la journée où je veux savoir toutes les photos que j'ai prises à New York, puis là, ça devient plus sale un peu. Puis mon problème, il est là. Chaque nouveau cas, tout devient un petit peu moins propre, tout devient un petit peu plus compliqué. Puis fondamentalement, tout ça, c'est causé parce qu'un système de fichiers hiérarchique, ça force d'organiser les choses par juste une dimension. Un fichier, ça peut être dans un dossier, puis c'est dans un seul dossier. Puis il n'y a pas vraiment moyen de jouer avec ça. Puis plus le système grossit, plus c'est difficile de se rappeler où est-ce qu'ils sont les affaires, où est-ce que j'ai mis les affaires, où est-ce que je devrais mettre les affaires. Puis ça devient exponentiellement pire avec plusieurs machines parce que tu perds la capacité d'avoir du search. Donc, comme tout programmeur qui a un peu trop de temps libre, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Je vais me designer une solution qui va régler ce problème-là, je vais l'implémenter, puis tout va être correct. Famous last words. Fait que là, je ne vais pas aller trop dans les détails parce qu'on pourrait parler juste de ça, puis ce n'est pas le sujet du talk. Juste parler vite des requis du design de ce système-là. Okay? Je voulais être capable d'utiliser le stockage de plusieurs machines. Je voulais être capable de tout garder mes fichiers dans un seul namespace, c'est-à-dire je voulais avoir un seul point d'entrée où je pouvais nommer n'importe quel fichier qui était sur n'importe quelle machine. Je voulais avoir du search qui avait de l'allure pour aller chercher mes fichiers. Puis je voulais être capable de minimiser les rentrées réseau. Puis ça, c'est vraiment le point important. C'est-à-dire que si je suis chez moi, puis que j'ai mon serveur qui est chez moi, je suis sur mon laptop, puis que je veux accéder à un fichier qui est sur mon serveur, je ne veux pas que ça passe par New York. Je veux être capable de profiter de mon LAN. Mais si je ne suis pas chez nous, je veux être capable d'accéder à mon serveur à distance. Fait qu'on va regarder un déploiement typique de ce mini-système-là pour voir un peu comment c'est organisé, puis voir le high level, c'est quoi l'architecture du système. Fait qu'on a ici un petit déploiement typique. Je suis sur mon LAN à moi, puis il y a deux types de nodes dans le système. Il y a les nodes de store, il y a store 1 et store 2. Puis il y a la node catalogue, elle, il y en a juste une. Donc les nodes de stockage, il peut en avoir N dans un réseau. Puis leur responsabilité, c'est de stocker et de gérer une petite partie des fichiers qui sont dans l'entièreté du file system. Fait que mettons, si j'ai un serveur avec des fichiers, et j'ai des fichiers qui sont sur S3, je peux avoir une node de stockage qui est sur mon serveur personnel, puis je peux avoir une node de stockage qui, elle, administre un bucket S3. Puis ces deux nodes de stockage-là servent leurs fichiers par HTTP. Essentiellement, c'est ça, c'est des serveurs HTTP fancy. Puis le catalogue, lui, est central dans le système, c'est le point d'entrée pour toutes les interactions avec les fichiers. Le catalogue, sa job, c'est d'indexer le metadata des fichiers, d'exécuter les requêtes, puis de router les utilisateurs vers les bons nodes de stockage pour accéder aux différents fichiers qu'ils veulent avoir. Puis ça, c'est vraiment le bout important. Le routing, il ne se fait pas par un proxy. Le catalogue, il ne fait pas passer le contenu du fichier. Il fait vraiment juste rediriger l'utilisateur vers le bon point pour qu'il puisse accéder à son fichier. C'est littéralement un redirect. Alors, l'avantage de ce design-là, c'est que le catalogue est super cheap à héberger parce qu'il ne stocke pas les fichiers et il ne les proxy pas non plus. Donc, ça ne demande pas de stockage, pas de compute. Puis, l'autre chose intéressante, c'est que ça ne change pas les patterns d'accès réseau. Donc, si, mettons, mon node store 1 qui est sur mon LAN, si je veux juste qu'il héberge les fichiers sur mon LAN, il va juste les héberger sur mon LAN, puis il n'y a rien qui est obligé de sortir à moins que je veuille. Okay. Donc là, on va regarder la seule interaction avec ce système-là qui est pertinente pour comprendre finalement c'est quoi le problème qu'on va regarder aujourd'hui, qui est
comment est-ce qu'on va lire un fichier dans ce système-là. Donc, quand vient le temps de lire un fichier dans le système, l'utilisateur commence par faire une requête HTTP simple vers le catalogue. Donc là, dans cet exemple-ci, la requête, c'est juste de chercher tous les fichiers qui ont une extension JPEG. Là, le catalogue, il va faire son calcul, il va évaluer la requête, puis il va retourner un set d'objets JSON, un objet JSON par objet, qui représente tous les objets qui ont une extension JPEG. Puis là, on remarque que tous les objets ont une URL. Cette URL-là pointe vers le catalogue en tant que tel, pas vers une node de stockage, parce que l'objet peut être déplacé d'une node de stockage à l'autre à tout moment. C'est le catalogue qui gère ça. Donc, les résultats de recherche sont retournés comme ça à l'utilisateur par HTTP, bien standard. Donc là, on peut assumer que l'utilisateur il va recevoir ces résultats de recherche-là, il va choisir quel fichier est-ce qu'il veut ouvrir, puis il va faire une requête vers le catalogue, une requête GET HTTP normale. Là, le catalogue va regarder dans ses structures internes pour déterminer le fichier il est sur quelle machine, puis il va envoyer un redirect HTTP pour rediriger l'utilisateur vers le bon système de stockage. Donc là, l'avantage de passer par un redirect HTTP, c'est que la majorité des clients supportent ça nativement, puis ça marche magiquement dans un browser aussi. Donc l'URL, par exemple, l'URL de catalogue qui est retourné dans la requête ici, qui pointe vers une image, on pourrait juste l'embedder dans un élément HTML, puis ça fonctionnerait tout seul. Ce qui est quand même assez pratique là, pour faire, mettons, une interface de recherche là-dessus. Donc, essentiellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Le redirect est retourné, puis ensuite, l'utilisateur suit le redirect, va frapper la node de stockage et le contenu est retourné. Ça marche. Donc là, c'est-tu clair à peu près là, comment ça fonctionne, comment le contenu est servi? OK. Fait que là, on est rendu à notre problème. On a implémenté le système à peu près comme c'était organisé là. On a déployé ça dans un genre de simili-production, avec une node de stockage qui était sur mon petit serveur à la maison, puis le catalogue qui, lui, est hébergé dans le cloud. Puis là, pour être un bon citoyen, on a voulu mettre de l'HTTPS là-dessus. Donc, on a mis un petit proxy devant le catalogue, on s'est fait une petite web app. Puis là, moi, j'étais chez moi, puis j'essayais d'accéder à un fichier qui était sur mon serveur en passant par le catalogue. Puis là, le problème qu'on a rencontré, ça nous a pété d'en face. Mixed content warning, the page was loaded over HTTPS but requested an insecure image. Parce que le système a respecté les contraintes qu'on s'était données, le système a optimisé les chemins réseau, il m'a redirigé vers une adresse IP locale. Mais le problème, c'est qu'évidemment, pour mon adresse IP locale, je n'ai pas de certificat TLS, donc je n'ai pas d'HTTPS. Et vu que mon catalogue, là, je n'étais plus en train de développer sur mon laptop, j'étais en production, le catalogue est hébergé par HTTPS, ça pète, le browser refuse de loader les fichiers. Tout ça parce qu'on avait fait ça un peu sur un coin de napkin. Donc, ça, c'est le problème auquel on va s'attaquer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va charger le contenu qui peut venir d'une IP arbitraire sur une page qui, elle, est servie par HTTPS? Donc là, on va arrêter de parler de ça complètement, puis on va aller parler d'un service de streaming vidéo. Plex Media Server. Y a-t-il quelqu'un ici qui sait c'est quoi ou qui l'a déjà utilisé? OK, quand même pas mal. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, Plex, c'est un serveur de multimédia qui s'héberge à la maison. Ça permet de streamer à la Netflix toutes les séries télé puis les films que vous avez extraits des Blu-ray que vous avez achetés puis que vous avez tous légalement chez vous. Fait que là, moi, vu que j'ai une grosse collection de Blu-ray, j'héberge un serveur Plex chez moi. Donc là, le value proposition de ça, c'est que d'un coup que c'est installé, tu peux aller sur plex.tv, qui est un site HTTPS, puis de là, tu peux streamer et de ton LAN et de l'extérieur de chez vous, n'importe quel film, n'importe quelle série télé que tu héberges sur ton serveur à la maison. Fait que là, ça ressemble drôlement au problème qu'on essaie de résoudre. Puis, ben, Plex, ça marche. Je peux y aller sur https plex.tv, puis de l'extérieur de chez nous, puis ça fonctionne, malgré le fait que je sais que je n'ai pas eu besoin de provision un certificat TLS pour mon serveur. Puis je sais aussi que quand je suis chez moi, je peux voir le trafic réseau, puis je vois que ça passe par mon LAN, ça ne passe pas par un proxy à l'extérieur. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez Plex qui a trouvé une solution à notre problème, puis que cette solution-là, vu qu'il peut aussi passer par le LAN, c'est compatible avec nos contraintes. Fait que là, il faut comprendre comment est-ce qu'ils ont fait ça. Le vite de même, pop quiz, y a-t-il quelqu'un qui aurait une idée de comment est-ce que ça peut être fait? Puis j'espère que vous n'allez pas le trouver tout de suite parce que le talk va être plate. Oui. Reverse proxy. Oui, ça peut être une possibilité. C'est pas comme ça qu'ils l'ont fait, par contre. Fait qu'on va creuser un petit peu, puis on va voir. Ce qu'on a fait pour le déterminer, on a ouvert le browser. On a ouvert l'inspecteur réseau de Plex, puis on a parti un stream, puis on a regardé c'est quoi qu'ils font. Puis ce qu'on a trouvé, la première chose qui a attiré mon attention, c'est ça ici. Voyez-vous bien, un peu? Oui. Ouais. Donc là, c'est un GET HTTPS vers une longue adresse qui est 192-168-1-0, point un gros hash, point plex, point direct. Fait que là, ça a accroché mon œil parce que la séquence de nombres au début, ça ressemble drôlement à une adresse IP. Puis en plus de ressembler drôlement à une adresse IP, ça s'adonne à être l'adresse IP locale de mon serveur sur mon LAN. Donc là, c'est probablement pas une coïncidence. Fait que je me suis demandé si ce domaine-là, il pointe vers quoi. Fait que j'ai sorti ma console, j'ai sorti Dig. Dig qui sert à faire une requête DNS à la main. Donc là, dans ce cas-ci, ça va faire une requête de type A pour savoir l'adresse IP qui est associée à ce domaine-là. Et ça résout, en effet, vers l'adresse IP locale de mon serveur.
Là, je me dis, OK, ils font peut-être un genre de dynamic DNS, peut-être que le serveur Plex que j'installe sur mon serveur, il log c'est quoi l'IP local de la machine, puis il envoie tout ça dans un registre à quelque part. Peut-être. Mais là, mon hacker brain s'est comme activé, puis je me suis dit, ça donne quoi si je passe une adresse IP qui ne se peut pas à ce serveur? Donc, je fais une requête sur 127-9-0-1, point le même hash, point plex, point direct. Puis shocker, ça résout vers 127.9.0.1. Fait que là, on dirait que ce serveur DNS-là, il parse l'adresse IP qui est donnée dans le nom de domaine, puis il résout dynamiquement vers cette adresse-là au runtime. No matter what. Puis clairement, il ne fait pas de validation, puis ce n'est pas une adresse IP qui m'appartient ou qui appartient à personne. Fait que là, on va valider ça parce que si c'est bel et bien ça qui se passe, ils vont avoir un serveur DNS custom qui est comme serveur autoritatif pour la région, tous les sous-domaines en dessous de plex.direct. Donc, on va encore sortir dig, puis on va faire une autre requête, puis on va voir qu'en effet, c'est tous des serveurs qui sont hostés par Plex. Donc là, ça confirme un petit peu c'est quoi qu'on pensait qu'il se passe. Ce serveur-là parse l'adresse IP de destination qui est dans le domaine qui est demandé, puis il résout vers cette adresse-là. Puis ça leur permet d'avoir un nom de domaine qui est contrôlé par eux, parce que c'est un sous-domaine de plex.direct, qui pointe vers n'importe quelle adresse IP. Puis ça leur permet, in turn, d'utiliser quelque chose comme Let's Encrypt pour générer des certificats de TLS pour ces noms de domaine-là. Et bam, on a de l'HTTPS qui pointe vers un domaine arbitraire, vers une IP arbitraire. Donc, revenons à notre système. Après avoir découvert ça, la bonne chose à faire est évidente. En plus d'écrire notre propre système de stockage, on va aussi écrire notre propre serveur DNS. Alors, ça a été la naissance d'AntiDNS. Puis on l'a appelé comme ça parce que ça fait littéralement l'inverse de ce que tu voudrais qu'un serveur DNS fasse. Ça ne résout aucun domaine utile. Ça fait juste ce hack-là et rien d'autre. Et ça, c'est la vraie fonction de résolution de notre serveur DNS. Donc, c'est du Rust. C'est la fonction de lookup qui est exécutée à chaque fois qu'on reçoit une requête DNS par UDP. Fait que le premier if, c'est le if qui est important, qui fait le gros du travail, qui est exécuté quand on fait une requête de type A, là, qui est encore une fois pour avoir l'adresse IP qui est associée à un nom de domaine. Donc, on voit que dans le cas où on reçoit une requête de type A, on essaye d'abord de parser une adresse IP du début du domaine. Puis si ça fonctionne, on génère un record A on the fly, puis on retourne ça à l'utilisateur. Bing bang, c'est réglé. Puis la deuxième branche du premier bloc de if, c'est juste au cas où pour résoudre l'adresse IP du serveur DNS lui-même. Parce que quand on fait une requête DNS, il faut d'abord savoir l'adresse IP du serveur DNS. Donc, il peut résoudre sa propre adresse IP comme ça. Puis le deuxième bloc, on en a besoin pour résoudre, on en a besoin de faire le challenge DNS qui est requis par Let's Encrypt pour générer un certificat TLS pour un domaine. Donc, essentiellement, là, c'est un genre de dummy pour un record de type CAA. Les records de type CAA, ça permet aux administrateurs d'un serveur DNS de contraindre quelles autorités ont le droit de générer un certificat pour un domaine. Donc, tu sais, par exemple, si j'avais sur mon domaine créé un record CAA qui permettait seulement Google Domains, même si ça n'existe plus, Let's Encrypt, lui, regarderait ce record-là, puis si Let's Encrypt n'est pas dans le record, il n'aurait pas le droit de générer un certificat pour le domaine. Mais là, nous autres, on veut que tout le monde ait le droit, donc on fait juste retourner rien, comme ça indique à Let's Encrypt qu'il n'y a pas de record. Puis tous les autres paquets, on les ignore parce qu'on s'en fout. Et la mécanique ensuite par laquelle on va générer un certificat, c'est quand même assez simple. Parce que vu que Menmos héberge son propre serveur DNS, il n'y a pas besoin de faire de passe pour propager le challenge qui est retourné par Let's Encrypt. Donc, essentiellement, quand vient le temps de générer un certificat, Menmos passe son propre service DNS. Ensuite, il va demander à Let's Encrypt de générer un certificat. Let's Encrypt va répondre avec un challenge. Menmos va enregistrer le challenge dans un record TXT qui est littéralement juste une variable globale in process. Puis ensuite, Let's Encrypt va aller frapper notre serveur DNS custom pour avoir son record, ce qui va prouver qu'on possède le domaine et ce qui va faire que Let's Encrypt peut générer le certificat. Donc, conceptuellement, ça marche puis c'est quand même assez clean. Donc, on va faire une petite démo, deux petites démos en fait, parce qu'on a le serveur DNS lui-même qui est capable de résolve des IP arbitraires, puis on a aussi le moyen d'intégrer ça dans notre système pour générer des certificats. Donc, là, espérons que ça marche. Oh, vous ne voyez pas ça. On va faire ça de même. OK. Ça, c'est tout relativement lisible? Ouais, je pense que oui. Ça peut être tout de suite, oui. C'est pas une super grosse vulnérabilité de sécurité de rediriger arbitrairement à n'importe quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Tu pourrais pas mettre un lien sur Internet, tonip.plex.com et dire entrez votre numéro, votre nom d'utilisateur, mot de passe dans Plex, puis là, le browser il voit rien pantoute. Ben, ça redirigerait à mon système local sous HTTPS, parce que... Ouais.
tu aurais le nom d'utilisateur puis le mot de passe de la personne. Oui, puis ça serait HTTPS certifié par... Ils sachent que c'est pas Plex. Oui, absolument. C'est quand même douteux pour vrai. mais c'est comme ça qu'ils le font. Le seul hint, ce serait le domaine absolument dégueulasse. Ma deuxième question, c'est as-tu une idée à quoi il sert le hash qui est après l'IP? Parce que moi, je pensais que c'était le hash de l'IP avec un sort. Non, justement pour empêcher ça. J'ai pas creusé, mais j'assume que c'est pour associer la requête avec un user. Ou c'est peut-être l'ID du serveur qui l'héberge. Comme ça, si moi je désactive mon serveur, au moins ce nom de domaine-là ne marchera plus. Mais j'ai pas validé ça, mais c'est mon guess. C'est beau? Cool. Fait qu'ici, on initialise, c'est un main un peu bidon pour essayer de juste initialiser le serveur DNS. Les bouts importants de la configuration, c'est qu'ici, on lui dit qu'il va gérer les domaines en dessous de hello.world, qui est définitivement un domaine qui existe et que je possède. On lui donne une IP publique de localhost, puis on le bind sur le port 8053. C'est pas mal tel que tel. Si on part le serveur, ça part, il bind sur le port 8053. Et si on essaye d'aller faire une petite requête dig, on le pointe bel et bien sur localhost, sur le port 8053, et on lui donne 192.168-1.hello.world, et ça va résoudre à 192.168.1.1. Donc, on a un serveur DNS qui fonctionne. Puis on voit ici qu'il a bel et bien reçu le paquet, qu'il l'a parsé comme une requête de type A, qui est allé extraire l'adresse IP, et qu'il l'a retourné comme un record de type A. Ça fonctionne comme ça devrait. Donc, ça, c'est bien. Puis maintenant, ah oui, là, l'autre fenêtre est encore à l'autre place. On va amener ça là aussi. Donc là, j'ai parti un petit serveur pour faire un démo de l'entièreté du système puis prouver que ça fonctionne. Donc, ça, c'est un serveur, cette fenêtre-là, ici en haut à gauche, c'est un serveur dans le cloud qui va rouler le catalogue. Puis, je vais rouler une note de stockage sur mon laptop qui est déjà prépopulé avec un fichier. Donc, on va commencer par partir le catalogue. Puis là, on voit qu'il part. Et là, je vais réduire ça un petit peu parce qu'on n'est pas capable de lire. On voit qu'il part, il initialise sa layer DNS, ensuite il fait de la magie Let's Encrypt. Là, dans ce cas-ci, il n'y a pas besoin de vraiment faire toute la poutine du challenge parce que le certificat est encore valide. Ensuite, il part le serveur HTTP, le serveur HTTPS qui utilise des certificats qui ont été générés par toute cette affaire-là, et c'est parti. Puis là, si moi, ici en local, je query mon serveur, je vois qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a aucun node qui est enregistré dessus, mais on voit que ça s'est rendu, on voit qu'il a fait des requêtes DNS sur mon serveur DNS bidon. Ça s'est rendu, puis il a évalué la requête. Donc là, on va partir une node de stockage sur mon laptop. On voit que ça fait d'autres requêtes DNS, pas de requêtes DNS, mais ça a fait des requêtes HTTP. Puis on voit qu'il s'est branché, puis qu'il dit Directory Registration Complete. Donc la node de stockage, elle s'est enregistrée auprès du catalogue, puis là, ils se sont parlé. Et là, sur mon CLI, si je renvoie la même requête, on voit que ça s'est rendu, que j'ai mon 13 GB de stockage, une node de stockage laptop qui est au port 3031 avec son IP public, son IP local pour être capable de faire l'optimisation réseau. Puis si on fait une requête, avec ça, on query tous les fichiers qui ont le nom bike. Il va m'en retourner un, il va me générer un URL présigné qui pointe vers l'IP local de ma node de stockage, qui est 192.168.1.222. Donc HTTPS 192-168-1-222.fs.menmos.yz. Je clique là-dessus, ça ouvre dans mon browser, pas sur le bon écran. Et le fichier a chargé avec de l'HTTPS et ça fonctionne. Donc, la passe marche. Mes slides. OK. Fait pourquoi abuser de DNS comme ça? C'est intéressant quand même parce que ça permet du dynamic DNS qui est idempotent puis stateless. Ça marche magiquement avec Let's Encrypt sans avoir besoin de faire un paquet de backflip pour générer des certificats. Puis ça scale à un super gros nombre de clients parce qu'on peut juste générer un certificat wildcard pour tous les sous-domaines, puis ça peut résoudre à littéralement n'importe quelle adresse IP. Puis le downside, comme ça a été pointé, c'est qu'il n'y a aucune authentification, aucune validation d'IP target dynamique de possible. Donc, sans introduire de state ou de service externe, c'est un peu douteux d'héberger quelque chose de même. Mais on a vu qu'il y a des compagnies de quand même une certaine taille qui font ça avec succès, du moins jusqu'à maintenant. Juste un petit bonus pour essayer de généraliser un petit peu le concept. Si on essaie d'élargir, le truc qu'on vient de voir, c'est intéressant parce que ça nous fait réaliser que, sur papier, il n'y a rien qui nous empêche d'utiliser une requête DNS pour envoyer de l'information au serveur, pas juste pour en retirer. Donc, cette technique-là est utilisée d'une manière un peu plus générale pour faire des attaques. Donc, mettons que je suis un hacker, là, puis j'achète le nom de domaine evil.com.
Puis là, je fais deux choses. Je me set up un serveur DNS custom un petit peu comme celui qu'on vient de voir sur ns.evil.com, puis je réussis à compromettre un laptop d'un employé d'une compagnie quelconque. Bien là, mon logiciel, mon malware que j'installe sur cette machine compromise-là, elle peut faire voler des données quelconques, voler des mots de passe, puis les encoder en base64. Là. Puis faire une requête de blobbase64.evil.com, vraiment une requête DNS. Puis ce qui est intéressant de ça, c'est que les requêtes DNS sont typiquement pas full auditées sur des réseaux comparé à, mettons, des requêtes HTTP ou d'autres types de trafic. Donc, les chances que le serveur DNS de la compagnie laisse passer ça straight puis envoie une requête DNS à mon ns.evil.com sont assez bonnes. Et là, quand la requête DNS arrive à mon serveur custom, au lieu de faire une résolution, il va regarder le sous-domaine, il va décoder le base64 et il va avoir extrait de l'information sans que personne ait vu passer quoi que ce soit. Donc, c'est possible d'utiliser ce genre de passe-là et ce genre de manipulation DNS-là pour faire des choses quand même excitantes, comme on peut voir. Fait que l'idée sur laquelle je veux vous laisser à la fin de tout ça, c'est qu'un protocole, c'est juste un outil. C'est pas parce que l'outil est typiquement utilisé pour faire des affaires que vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire d'autres choses. On vient de voir une couple de scénarios où ça peut être vraiment utile. Fait que, essayez de garder en tête qu'est-ce que la spec dit que tu peux faire avec le protocole, puis pas juste qu'est-ce que les gens font normalement avec. Puis vous allez probablement trouver des choses excitantes comme ça. Alors, merci. Avez-vous des questions? Plusieurs, mais premièrement, c'est possible de faire un proxy DNS pour effectivement contourner un firewall corporate. Apple se sont fait péter, je pense que c'est dans une NPM, c'est le contournement de tout le firewall. Apple était via le DNS pour envoyer du trafic à l'externe. Ouais. Mais c'est ça, là, tu parles de serveur de fichiers, tu as-tu regardé un peu les distributed hash tables? Oui. Puis, c'est quoi ton opinion sur IPFS, mettons? Ça t'a inspiré dessus ou pas? Oui, c'est quand même cool. Honnêtement, une grosse partie de ce qui motivait le projet, c'était pas tant d'avoir une solution super utile, mais c'était d'apprendre un peu plus sur les internals de ce genre d'affaires-là. Puis aussi, on pourra s'en parler après parce que ça n'a pas vraiment rapport avec le talk, mais je suis très intéressé par toute la recherche qui se fait dans des systèmes de fichiers non hiérarchiques en général. Donc oui, IPFS, c'est super intéressant pour ce genre de choses-là. Je trouve que c'est moins bien suité à vraiment du stockage personnel, mais technologiquement, c'est super intéressant. Merci. Oui? C'est quoi l'engin le moteur de recherche qui back ce projet-là? Ouais, c'est custom. Ouais, oui, c'est custom. Fait que j'utilise comme backing store SLED, qui est un LSTM tree. Donc, c'est vraiment la structure de stockage backée par le disque qui est optimisée pour être utilisée sur des SSD. Puis là-dedans, je stocke des bits vecteurs qui pointent vers des ID de documents. Puis OK, fait que tu n'utilises pas un système de fichiers comme standard juste en assignant des UID à des... Oui, je fais ça pour actually stocker les fichiers, mais pour le metadata, pour faire du search sur le metadata, ça passe par du search custom. Oui. Tu dis que tu n'aimes pas les hiérarchies de fichiers. C'est quoi ta solution Ma solution à ça, puis c'est encore du work in progress, il y a beaucoup de projets, pas juste les miens, qui jouent avec ça, mais la solution, c'est essentiellement d'avoir un système de fichiers qui se comporte plus comme un graphe que comme un arbre. Donc là, le genre d'application qu'on voit de ça, c'est des systèmes qui sont vraiment beaucoup basés sur des tags et sur des liens. La grosse complexité de ces systèmes-là, il y a une complexité technique à implémenter ça de manière que ce soit efficace, surtout si tu veux viser à remplacer vraiment des file systèmes hiérarchiques comme un XT4. Là, comment tu représentes ça sur un disque pour que ce soit efficace, c'est un souci. Puis l'autre gros souci, c'est un souci de UX parce que quand tu as des relations de profondeur arbitraire, c'est pas toujours évident comment concevoir une interface qui va faire du sens, qui permet de visualiser tous les types possibles de relations. Donc moi, dans mon expérience, c'est vraiment ça le gros challenge puis la grosse zone de recherche intéressante. Là. OK. Fait que ta solution, c'est de faire des graphes. Ma solution, c'est de faire des graphes, oui. Il n'y a pas genre Apple qui ont essayé depuis genre 10 ans de faire mettre des tags sur des fichiers puis personne ne les utilise parce que c'est juste de la merde. Oui, puis c'est juste de la merde parce que c'est un band-aid sur le top d'un système hiérarchique. C'est pas vraiment first class. Les tags, c'est du metadata supplémentaire sur des nodes dans un file système hiérarchique. Microsoft ils ont lâché l'idée aussi, ils l'avaient essayé puis ils ont tout droppé. Comment Microsoft, il y avait... Oui, exact, avec le metadata NTFS, oui.
dans une de tes premières slides, tu montrais là, comme tes fichiers hiérarchiques, puis en bas, il y avait des paths à la Unix là, Ouais. avec by year. C'est-tu quelque chose que tu as exploré de faire des genres de full symlink comme ça, virtuels? Oui, mais en fait, je l'ai fait avec Medmos parce que je voulais monter mon volume non hiérarchique sur un file système hiérarchique. Donc, j'ai fait un genre de driver fuse qui fait ça. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il mappe les requêtes vers des faux liens virtuels, des affaires de même. Fait que ça marche, mais encore là, le problème, c'est que c'est pas général. Si le file système représente tout comme un graphe, tu es limité dans comment tu peux projeter ça sur une hiérarchie. OK. Ah oui, tu peux pas faire by year end quelque chose de... Oui, bien, tu peux le faire, mais c'est pas totalement général. Tu vas être obligé d'aller jouer dans la configuration pour avoir d'autres vues ou des affaires de même. Oui. On a parlé de genre Apple, Microsoft qui l'ont mal fait. As-tu, côté UX, déjà eu une expérience sur un software de file system non hiérarchique qui était dingue? Pas vraiment. c'est un peu pour ça que je suis intéressé par les différentes aventures technologiques qui s'en vont dans cette direction-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a des projets intéressants qui se dirigent vers ce genre d'affaires-là. Là, j'ai en tête, entre autres, une application qui s'appelle Space Drive, là, qui faisait des affaires assez cool. Ça semblait permettre ce genre d'affaires-là, mais là, je suis moins sûr. Mais il y a des trucs beaucoup plus expérimentaux aussi, comme j'oublie juste pour faire exprès, j'ai oublié le nom. Mais essentiellement, c'était un genre de système où tout, c'est des objets fortement typés qui peuvent avoir des relations. Fait qu'en gros, ton file system, c'est essentiellement un schéma de database. Là. Mais là, c'est vraiment cool ce que ça permet de faire, mais c'est vraiment pas pour des users pas techniques. Fait que le défi, c'est présenter ça d'une manière qui est potable. Oui? Il se passe quoi avec Upspin? Back in the days? Maudite bonne question, ça. Ça a l'air d'être abandonné, mais techniquement, je trouve que c'est fantastique, Upspin. Je trouve que ça résout beaucoup de problèmes potentiels autour de ça. Puis il y a encore... Grosse affaire que je trouve tannante d'Upspin, c'est que le coût de déploiement, puis de développement et de maintenance de tout ça est énorme. Là. Ça demande beaucoup de gens qui roulent beaucoup de serveurs pour que ça marche. Mais c'est une bonne idée. Il y avait aussi un projet de Brad Fitzpatrick, un des gars de Go, un autre des gars de Go, qui s'appelait Perkeep, qui sert un peu de ce genre d'affaires-là aussi. C'est d'autres projets qui jouent avec des genres de file système non hiérarchiques de même, qui sont intéressants, mais qui ont l'air abandonnés. Je ne sais pas la raison derrière ça. Mais c'est des trucs que j'ai consultés pour informer mes différentes aventures. Oui? C'est-tu l'open source? C'est déjà open source. Juste la grosse parenthèse, c'est que j'utiliserai rien de ce qu'il y a là-dedans pour quoi que ce soit. Là. Parce que c'était ma première expérience dans ce genre de file system non hiérarchique-là, puis j'ai vraiment fait des grosses erreurs de design qui sont assez fondamentales. Puis c'était plus une exploration de quoi l'UX aurait l'air, puis comment je voudrais intégrer ça dans mes affaires, mais c'est pas un projet sérieux. J'ai des projets en développement en ce moment qui vont un petit peu plus deep là-dedans, mais qui sont beaucoup plus time-consuming à implémenter, fait que c'est pas rendu à quoi que ce soit d'utilisable non plus. C'est ça. De quoi? Non, je ne l'ai pas fini encore. C'est dans ma liste. On va applaudir